Il y a longtemps qu'on voulait vous parler du thème de la décroissance. Avec les rapports du GIEC qui se succèdent, avec l'urgence climatique qui monte, c'est une réponse qui apparaît intuitive pour certains, pour répondre justement à cette urgence climatique. Et puis la question des limites de la croissance, des limites du PIB est une question importante dans les programmes scolaires, que ce soit au lycée en SES ou en ESH dans les classes préparatoires. À Pour l'écho, notre mission c'est vraiment de relier cette actualité au programme scolaire et donc la décroissance c'est un thème tout trouvé pour en plus parler du défi climatique. Ce qui est amusant avec le sujet de la décroissance, c'est que dès la définition, on entre dans le vif du sujet. C'est un mot polyforme, polysémique, que les gens s'approprient de façon différente, que ce soit dans le débat universitaire ou dans le débat public. Pour certains, c'est une récession perpétuelle, pour d'autres, c'est un paradis utopique, et donc bien définir ce mot permet de bien cadrer le débat. Prenons la définition la plus simple, celle de Timothée Parric, auteur influent sur le sujet. Il parle d'une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Concrètement, prenons l'exemple du transport aérien qui souvent cristallise le débat public. Ça veut dire à la fois interdire par exemple les jets privés ou rationner le nombre de vols que les gens prennent et à la fois faire en sorte qu'il y ait moins d'avions qui soient produits par Airbus ou Boeing. Appliquons cette recette à la viande, aux voitures et on aboutit in fine à une décroissance du PIB. Mais ça, ce n'est qu'un aspect de la définition. Si on s'arrête là, on n'a pas tout dit. La décroissance, ce n'est pas juste une forme de sobriété XXL. C'est aussi un mot politique. C'est derrière un projet, chez tous les théoriciens de la décroissance, de dépassement du capitalisme, de post-capitalisme. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ces visions, qu'on ait l'ambition de dépasser le capitalisme ou non, il faut le savoir quand on parle de décroissance, c'est un élément fondamental du débat. Chacun peut avoir son idée sur un dépassement éventuel du capitalisme, mais dans tous les cas, c'est un bing-bang théorique, économique, philosophique qu'il faut bien avoir en tête au moment où on parle de la décroissance. Et pour moi, ça explique le décalage qu'il y a entre des sondages plutôt favorables à l'idée de la décroissance. On sent qu'il y a une aspiration au ralentissement chez les gens, notamment post-Covid, que le rapport au travail a changé, et une réalité politique où la décroissance ne trouve aucun débouché. Prenons l'exemple très concrètement, la personne politique qui aujourd'hui représente le mieux la décroissance en France, c'est Delphine Batho, qui a participé à la primaire écologiste en 2021. C'est une candidate, une ancienne ministre de François Hollande, qui a recueilli 20 000 voix, loin des 10 millions ou plus qu'il faut pour accéder à l'Élysée. On a un décalage entre la traduction politique et l'aspiration sous une forme. Pour moi, ça vient de la différence de perception autour du mot qu'ont les gens. Justement, pour une partie de la population, c'est une forme de sobriété. On va réduire sa consommation de viande un peu, couper l'eau sous la douche, alors qu'en réalité, la décroissance, c'est sans doute plus proche, si on veut sauver la planète, d'une réduction par 2 de son salaire. Et pour moi, c'est ce malentendu au niveau des efforts demandés qui explique ce décalage entre l'aspiration dans les études d'opinion et la traduction politique. La perception générale peut se résumer parfois à « chouette, je vais moins travailler, je vais réduire un petit peu ma consommation de viande ». Et on peut comprendre que ce soit une utopie désirable, mais la réalité est sans doute proche de « est-ce que je suis prêt à perdre 200, 300, 400, 500 € mensuels pour sauver la planète, réduire ma consommation ?» Avoir une moindre qualité aussi de service. Si on ralentit l'économie, peut-être que demain on n'aura plus la livraison de nourriture chez soi, du streaming en 4K, ce genre de choses. Et c'est ce décalage entre cette idée un peu sympa, géniale, écolo, et la réalité concrète matérielle qui pour moi montre le grand écart qu'on a entre les deux. Pour sauver la planète, est-ce que vous êtes prêt à sortir du capitalisme et à ne plus jamais prendre l'avion de votre vie? Et là, on pourrait me dire, écoute Clément, mais c'est une vision caricaturale de la décroissance, on parle pas de ça. Et là, ce que mon enquête m'a montré, c'est que c'est pas exact. C'est que ces propos viennent des décroissants. J'ai passé 1 heure au téléphone avec des décroissants et ils me disent, au-dessus du revenu médian, c'est-à-dire 1 850 € par mois en France aujourd'hui, on baisse les salaires. Évidemment, les efforts demandés aux salariés ne seront pas les mêmes. Le salarié, l'ouvrier de Peugeot, on ne va pas lui demander de diviser son salaire par 3 s'il gagne 2 000 €. Mais il perdra sans doute un petit peu. Comme une mesure avec ce qu'on demandera à Kylian Mbappé, qui lui perdrait beaucoup plus dans un scénario décroissant. Et puis au-delà de cette question matérielle du salaire, on pourrait se demander pourquoi pas, pour sauver la planète, allons-y. On rentre dans le dur du sujet. Ce que j'ai appelé dans mon enquête la suite de questions sans fin. C'est que la décroissance est un tel choc qu'elle amène à se poser plein de questions auxquelles on peut répondre par l'affirmative, mais où il faut bien se rendre compte du choc économique, philosophique, anthropologique que c'est. Tous les étudiants en économie savent que le PIB a des limites et qu'il ne mesure pas bien par exemple les dégâts environnementaux, mais si on le réduit, ça aurait quand même des impacts
sur la redistribution sociale, par exemple. Le PIB a bien des défauts, mais c'est grâce à lui qu'on connaît les recettes et les dépenses que peut se permettre l'État. Dans le cas où on aurait une réduction significative du PIB, comme dans certains scénarios décroissants, que devient le financement de nos services publics? Si on baisse le salaire de Kylian Mbappé, rien ne dit qu'il souhaitera rester en France. Et puis des questions toutes bêtes. Que deviendrait l'épargne et les rendements de l'épargne? Quand on place des sous sur un livret A, c'est parce qu'on a un intérêt qui nous rapporte dans le futur. Dans un scénario où il n'y a plus de croissance économique, l'épargne ne sert plus à rien. Et puis, quelles seraient les conséquences en termes d'emploi? On peut souhaiter qu'il y ait moins d'avions produits, mais derrière, c'est des centaines de milliers de salariés qui verraient leur emploi disparaître. Et puis, il y a une autre question majeure, mais qui est souvent oubliée par la décroissance, qui est si on décroît tout seul, à quoi ça sert? La France peut bien s'amuser à décroître ses émissions de CO2. L'impact global sur les émissions mondiales resterait relativement faible. Dès lors, comment entraîner les autres pays développés dans la décroissance avec soi? Ne serait-ce que les pays européens. Si demain on dit à l'Europe nous allons décroître notre PIB, les critères de Maastricht ne nous intéressent plus, ça signifierait de fait aussi une sortie de l'euro par exemple, et de l'Union européenne. Encore une fois, on peut le souhaiter, mais c'est une question qui mérite d'être tranchée. Et puis, il ne s'agit pas de nier la crise environnementale. Elle est majeure et on voit bien que nos systèmes économiques ont du mal à y répondre. Mais il y a aussi une guerre sur le sol européen en ce moment même. Que devient dans un scénario décroissant la dissuasion nucléaire, l'industrie de la défense et cette capacité qu'a la France à peser sur les choix du monde? Et la liste peut continuer longtemps comme ça. Il y a plein d'éléments, plein de questionnements où les réponses ne sont pas claires. Or, quand on propose un tel saut dans l'inconnu, c'est important d'avoir quand même des réponses à ce type de questions. En résumé, quoi qu'on pense de la décroissance et de l'urgence qu'il y a à ralentir notre système économique, cela injectera une dose d'incertitude très forte dans un monde déjà incertain. Et puis, il y a un autre point majeur. Comment on passe d'un point A, une société de démocratie libérale marchande en gros, à un point B, une société utopique post-capitaliste décroissante? C'est une question très importante. Il y a aujourd'hui des institutions en place, par exemple, qu'il faudra remplacer. Décrire une utopie ne suffit pas à la voir arriver. Une question toute bête. Comment on convainc les gens de réduire leur consommation et leur niveau de vie? À l'heure où on le voit dans les débats de société, le pouvoir d'achat est une question majeure et la question de la crainte des fins de mois se pose pour de nombreux ménages. Faudra-t-il rationner les voyages en avion ou les films visionnés en streaming 4K? Et surtout, qui décide? L'État? Les collectivités locales? Des référendums? Ça fait beaucoup de questions où en termes démocratiques, on n'a pas les réponses. Et puis, il y a un dernier point important mais majeur. Cela peut sembler intuitif de se dire on va ralentir l'économie, ça va ralentir nos émissions de CO2. Mais en réalité, on n'a aucune garantie que ça marche. La décroissance n'a été testée nulle part, dans aucun pays du monde, à aucune époque. Ce serait forcément quelque chose d'inédit. On n'aurait pas de données empiriques pour vérifier ces résultats. Et au-delà du simple cadre conceptuel, il y a des exemples concrets qui peuvent le montrer. L'arrêt complet de l'économie pendant le Covid a permis une baisse rare des émissions de CO2, mais même pas suffisante pour rentrer sur nos trajectoires carbone idéales. Et puis on voyait bien à quel point, pour plein de raisons, les confinements ne sont pas quelque chose qu'on peut reproduire à l'infini. Aujourd'hui, une grande cause des émissions de CO2 et ce sur quoi il faut lutter pour faire face à l'urgence climatique, c'est que des pays en développement arrêtent d'ouvrir des centrales à charbon partout. Comment convaincre ces pays de ne pas le faire quand ils sont assis sur des stocks de charbon quasi inépuisables? La seule solution, c'est de faire des transferts de technologie. De dire ok, on va vous financer des centrales nucléaires, on va vous financer des barrages, on va vous financer des panneaux solaires. Et pour faire ces transferts de technologie, nécessairement, il faut de la croissance et de l'innovation. Peut-être qu'à long terme, c'est même la meilleure solution pour réduire nos émissions de CO2. Les propriétés que les décroissants prêtent à leur théorie sont purement spéculatives. En résumé, pour répondre à une urgence climatique bien réelle et qu'il ne s'agit pas de nier, la décroissance propose un pari politique fou, un Big Bang théorique. D'aucuns penseront que face à l'échec du modèle actuel, il faut aller dans cette voie, qu'il faut être audacieux. Et on peut se demander si finalement la décroissance n'est pas plutôt une diversion qu'une solution. Si vous êtes curieux d'actualité économique et que vous voulez approfondir le contenu de vos cours et mieux les comprendre, Pour l'écho est vraiment là pour ça, et donc je ne peux que vous inviter à vous abonner, le lien est dans la description.